Nouvelle édition hockey du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Un beau programme encore cette semaine avec Léa McIntyre. On parle évidemment du volet féminin collégial universitaire. Notamment, on vous parle des deux recrues que sont Émilie Lucier et Gabrielle Santerre, respectivement avec les Stingers de Concordia et les Gators de Bishops, qui connaissent un début de carrière universitaire fulgurant. Déjà, elles sont au sommet des marqueuses de la Ligue après 4 matchs. Donc, on parle de tout ça et de bien d'autres choses, évidemment. Collégial masculin avec Tristan Mack. On fait le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine alors que c'était le showcase à Sherbrooke de collégial D1. Au volet universitaire masculin, eh bien, on avait l'équipe de Brock. Brock était et est toujours l'équipe numéro 1 au classement de la section ouest de la conférence ontarienne. Eh bien, Brock était en visite au Québec. Match contre McGill, eh bien, McGill leur a infligé leur première défaite, une victoire de 4-1 pour les Redbirds. Ensuite, ils ont joué, Brock encore, contre Concordia. Une victoire de Brock 3-2, mais en prolongation. Parlant de Concordia, une victoire de 6-2 contre Guelph de leur côté. McGill a battu Guelph aussi 3-0. Quant à l'UQTR, une victoire de 6-2 contre Queens et une victoire de 7-2 contre le Collège militaire royal. 6 points en 2 matchs pour Simon Lafrance. Ça fait le tour du hockey universitaire masculin. Je vous racontais en entrée de jeu ce qu'on avait au menu. Eh bien, voici le temps d'en profiter. Bon show. Hockey féminin avec Léa McIntyre. Bonjour Léa. Salut. En direct de ton chalet, tu nous parles de... en fait, pas en direct. Moi, je suis en direct au moment où j'enregistre, mais ceux qui écoutent ne sont pas en direct. Mais peu importe, ça se fait de ton chalet. Écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de parler du début de saison formidable au niveau universitaire de deux filles dont on a parlé en masse au niveau collégial. Déjà, les deux premières pointeuses de la Ligue au niveau universitaire. Émilie Lucier des Stingers de Concordia et de l'autre côté, Gabrielle Santerre des Gators de Bishops. Il faut dire quoi là, de ces deux filles joueuses extraordinaires. Je ne sais même pas si le fait de les appeler recrues rend ça impressionnant. Là, en soi, je pense que ça fait juste montrer à quel point ces deux excellentes joueuses qui prennent déjà de front comme ça la Ligue universitaire, où est-ce que déjà là, elles se démarquent de cette façon-là. Je pense qu'il faut réaliser à quel point on est chanceux de pouvoir assister à la carrière de ces deux joueuses-là. Là. Puis je regarde le classement, je pense que c'était le classement collégial de l'année passée. Là. C'est la même chose. Les deux sont en haut. Il y a un point qui les sépare. Puis je suis vraiment contente que ces deux joueuses-là aient pris la décision de rester au Canada, puis de rester au Québec, puis de jouer dans notre circuit universitaire pour le faire rayonner comme ça. C'est vraiment impressionnant à voir. Je pense que Émilie est un fit parfait avec les Stingers, puis Gabrielle est en train de changer complètement les Gators de Bishop. Là. C'est fou l'impact qu'elle a eu dans son équipe. Donc, c'est vraiment c'est impressionnant à voir. Puis, je dis ça, c'est impressionnant, mais en même temps, je suis pas surprise. Puis, je pense pas que tu es surpris non plus de voir qui domine à ce point-là, même au niveau supérieur. Là. Bien, surpris, non, mais tu te demandes toujours à quel point, une fois rendu avec les filles qui ont déjà 2, 3, 4 ans d'expérience au niveau universitaire, à quel point où est-ce qu'elles vont se situer dans leur première année? Est-ce que tu les vois tout de suite être premières au classement des pointeuses comme ça? Pas nécessairement, tu sais, j'attendais de voir, là, justement. Évidemment que je savais qu'elles allaient avoir amassé leur part de points, mais de là à dire qu'elles allaient être déjà en début de saison comme ça, les deux premières pointeuses, je n'étais pas prêt nécessairement à le dire. Pas que je suis surpris, comme tu dis, mais j'attendais de voir quand même parce que il y a en masse de bonnes joueuses, des Amy Fecto de ce monde, puis il y en a amplement des joueuses capables d'être au sommet du classement. Fait que non, je suis impressionné. Puis regarde, en fin de semaine, là, en 2 matchs, Émilie Lucier, c'est 3 buts, une passe, puis 5 passes pour Gabrielle Santerre en 2 matchs. Fait que puis c'est comme ça, match après match après match. Elles s'inscrivent tout le temps au pointage. Fait que c'est impressionnant. Côté collectif, on voit évidemment les Stingers, on s'y attendait, même sans Rosalie Bégincir, continuer de gagner match après match.
Et là, Bishops s'installe tranquillement comme deuxième. C'est les Carabins. Carabins, on dirait que de la misère à partir la machine comme on est habitué de les voir. À quel point le départ d'Audrey-Anne Veillette, peut-être, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui explique d'après toi le fait qu'on n'arrive pas à gagner avec plus de régularité? D'ailleurs, on a échappé un match contre McGill dernièrement. Là, donc, je ne sais pas comment tu vois. C'est sûr qu'à la perte d'Audrey-Anne, ça fait une énorme différence. Là. À la quantité de buts qu'elle a produit l'année passée, c'était leur meilleur joueur, c'était leur leader sur la glace. C'est sûr que ça fait une différence. Pourtant, ils ont les joueuses pour être capables de pallier ça. Je pense à leur défenseur, Jade Picard, qui a tellement été dominante l'année passée. Je pense que c'est peut-être juste un début de saison un peu plus lent, puis ça va se replacer. Les Carabins, c'est une organisation qui a beaucoup de succès année après année. Je pense que ça va résulter comme ça cette année aussi. Il faut juste leur laisser le temps de partir. Puis d'après moi, ça va se placer. Hier, on l'a vu, là, ils se sont battus avec Concordia, ça s'est rendu en prolongation. Déjà, c'était pas mal mieux que les matchs avant. Donc, non, moi, j'ai confiance que la troupe d'Isabelle Leclerc va se replacer puis va être capable d'aller chercher ces matchs-là. Là. Oh, puis on est juste en début de saison. Il y a quand même juste 4 matchs de jouer. Il ne faut pas y voir des tendances nécessairement à long terme, mais je me demandais seulement comment tu voyais ça. McGill, quand même, moi, je suis content de voir que McGill n'a pas l'air justement parti sur la même lancée. Comme, encore une fois, la saison est très jeune. On va attendre avant de... Mais au moins, on va chercher 2 victoires depuis le début de la saison, dont une contre les Carabins. Je suis content de voir que McGill ne tombe pas là, tranquillement, pas vite, comme il aurait pu faire l'année passée. Là, avoir une saison très difficile. On semble vouloir déjà remonter la pente. Oui, de voir un programme qui a autant d'histoire performer comme ils ont performé l'année passée, je trouvais ça dommage. Mais là, on voit que ça se replace. Puis, ils ont un bon recrutement, ils ont des bonnes recrues qui rentrent. Donc, ça leur fait du bien. Puis, c'est le fun de les voir compétitionner. Puis en ce moment, ils sont à égalité avec les Carabins, une victoire de plus. Donc, ils sont là, ils compétitionnent. Puis je pense que ça va être ça au niveau du circuit universitaire cette année. N'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. Ça va vraiment dépendre de la manière qui arrive sur la glace. Puis non, je suis contente pour McGill là, que ça se place et que ça va être mieux que l'année passée. Là. Puis il faut en profiter parce qu'on a 6 équipes cette année. Puis on ne le sait pas. Il n'y a rien d'officiel. C'est dur d'avoir de l'information concrète là, des différentes organisations. Mais ça se dessine vraiment comme quoi Carleton et Ottawa vont retourner jouer du côté de l'Ontario. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une ligue à 4 équipes. On aura l'occasion d'en reparler en masse, mais profitons-en pendant que ça passe parce qu'au moins, avec 6 équipes, on a un peu plus de variété sûrement, puis c'est plus intéressant de suivre ça. Oui, c'est ça. Il va falloir profiter de la dernière saison à 6 équipes. Comme tu dis, il n'y a rien de confirmé, mais tout le monde en parle, mais personne ne le dit officiellement. Donc, j'ai hâte que ça soit vraiment confirmé, annoncé dans la sphère publique que ça va se faire. Puis, il faut profiter de la dernière année. Là. Ben, c'est parce qu'il y a des enjeux de recrutement aussi là, par rapport à tout ça, quand on est dans le flottement. Est-ce qu'on recrute en disant que puis je pense à des équipes comme Ottawa, par exemple. Est-ce qu'Ottawa, de leur côté, vont recruter des Québécoises en disant venez en Ontario, au moins vous allez avoir plus d'équipes déjà, ou versus. En tout cas, il y a des enjeux de ce côté-là. Il va falloir, comme je dis, suivre le dossier. J'ai posé les questions, j'ai eu peu de réponses, mais en même temps, puis quand on pose des questions aux voix officielles, des fois, ils ne sont pas prêts à annoncer les choses, mais je peux vous dire qu'au RSEQ comme tel, on n'a rien reçu qui dit qu'officiellement c'est fait cette histoire-là. Donc, ça reste encore en attente, appelons ça comme ça, là, même si on sait, on a une bonne idée de comment ça pourrait se dessiner, de la façon dont les choses se présentent, mais quand même, ce sera à suivre. Collégial, Léa, écoute, ça a commencé la fin de semaine, une difficile défaite, 5-0 pour vous contre Limoilou, mais surtout une difficile troisième période. On en parlait avant d'entrer en ondes ensemble. C'est ça, c'est la troisième période là, qui vous a vraiment coûté. C'était 2-0 après 2, vous étiez dans le match, mais la troisième vraiment complètement été d'un seul côté.
Exact. En arrivant en troisième période, on a juste pas joué comme on était supposé. On a arrêté d'exécuter. C'est comme si le plan de match avait été oublié. Puis ça nous a fait mal. Donc, quand on regarde le résultat à la fin du match, 5-0, c'est pas super bon. Mais les 2 premières périodes, on était satisfaits de l'effort puis du jeu des joueurs. C'est vraiment la troisième là, qui nous a fait mal. Le lendemain, Limoilou s'en allait à Édouard-Montpetit. On ne peut pas dire qu'elles ont joué un mauvais match, mais elles ont gagné. Mais 1-0 seulement. Tamara Gérin-Lajoie, là, ça commence à être un nom que si vous ne suivez pas le hockey féminin collégial, vous ne connaissez peut-être pas, mais dans le hockey féminin, en général, c'est un nom qu'il va falloir commencer à faire circuler de plus en plus. Quelle gardienne de but excellente, là, encore une fois. Écoute, c'est 46 arrêts dans ce match-là quand même. Oui, elle a une saison incroyable pour l'instant. Crédit au Lynx, là, ils sont sur une séquence là, où que tout va bien. On dirait que depuis qu'ils ont été annoncé que c'est eux qui allaient être relégués en Division 2, j'ai l'impression, je ne sais pas s'ils ont un petit chip sur leurs épaules, puis ils jouent avec ça en tête, mais on parle d'une défaite en prolongation contre John Abbott, victoire contre les Cougars de Champlain-Lennoxville, ouais. qui perdaient 3-0. Ils ont remonté pour aller gagner ça en fusillade. Une défaite 1-0 contre les Titans de Limoilou. Vraiment bravo à l'équipe de Guillaume. Puis c'est impressionnant. Puis je ne cacherai pas que pour nous, les équipes qui sont autour d'eux dans le classement, ça commence à nous faire peur. Là. Il va falloir commencer à accumuler des points si on veut rester compétitif avec eux. Là. Absolument, puis c'est intéressant la parenthèse par rapport au fait au moment où ils ont eu leur annonce, comme quoi ils étaient relégués en D2. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet-là, parce que j'ai finalement eu la chance de parler à peu près tout le monde qui tournait autour de ça pour savoir comment ça s'était passé. Puis, tu sais, c'est vraiment une question ultimement, de victoire-défaite, oui, qui les a emmenés devant le comité avec Saint-Laurent. On leur a dit que c'est parce que à court-moyen terme, les chances de succès étaient plus grands pour Saint-Laurent que pour Édouard-Montpetit. Mais de leur côté, je sens, en tout cas au niveau de l'organisation, les joueuses, comme l'organisation a dit, on va les rencontrer une par une. J'imagine que c'est peut-être même commencé, là, mais on commence à rencontrer les joueuses une par une pour essayer de voir c'est quoi leurs intentions. Mais on veut leur montrer qu'on veut leur donner un encadrement complet, exactement comme si c'était de la Division 1. On veut continuer de penser comme ça, on veut continuer à les développer. Il y a peut-être effectivement un élément rassembleur là, autour de ça, de dire « Ah ouais, vous pensez que c'est nous autres qu'on n'est pas capable d'amener le jeu plus haut niveau à moyen terme, mais il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est venu fouetter les joueuses. » Assurément fouetter l'organisation qui, elle, veut s'assurer que tout le monde en place a le goût de rester là parce qu'il y a cet enjeu-là. À partir du 11 novembre, les autres équipes du circuit Division 1 vont pouvoir contacter l'équipe des Lynx d'Édouard-Montpetit pour voir s'il y a des joueuses qui peuvent être intéressées à venir joindre leur rang. Ça va être un élément important, mais justement, avec une organisation qui a à prouver, justement, faire ses preuves pour garder ses joueuses en place le plus possible, essayer de garder son organisation à flot le plus possible. Ben, il y a peut-être justement ça. Là, on crée un élément rassembleur, puis parce qu'en tout cas, ça paraît au niveau des résultats, puis ça paraît sur la glace, il y a une façon de jouer où est-ce qu'on ressent plus d'urgence, on dirait. Oui, ils jouent bien. J'ai vu des séquences de leur match, ils jouent bien, ils font tout bien. Ils ont une gardienne de but qui les garde dans le match. À chaque match, ils leur donne de compétitionner. Comme avec nos gardiens, on connaît ce scénario-là, nous aussi. Puis vraiment, bravo à eux. Je trouve ça vraiment le fun de les voir performer comme ça. Puis de mettre un peu de pression sur ces grosses équipes aussi. Des fois, ça fait du bien, là. Donc, non, ils font bien les choses. Puis c'est une équipe qui est en pleine progression. C'est une équipe qui est jeune quand même. Leur noyau, c'est des deuxièmes années. Fait que l'année prochaine, là, s'ils sont capables de garder un noyau assez intact en Division 2, ils vont être dangereux. Là. Ah, absolument. Puis c'est intéressant aussi parce que, bon, c'est un autre sujet qu'on pourrait amener et jaser longtemps, mais ça va amener
avoir une belle organisation comme ça, puis ça enlève absolument rien aux autres. Là, je parle juste d'Édouard Montpetit, c'est même pas en comparaison des autres. Là. Mais d'avoir une belle organisation comme ça qui s'amène en D2, ça fait en sorte aussi que ça oblige tout le monde à se maintenir à un certain niveau. Fait que la Division 2 va devenir une belle ligue compétitive aussi, que ce ne sera pas juste du jeu pour le plaisir du jeu. Là. Il va y avoir une belle compétition, du beau niveau de jeu et du développement qui va continuer de se faire là aussi. Exactement, c'est juste encourageant. Puis, on les voit aller, les Divisions 2, puis c'est de mieux en mieux avec l'ouverture d'un nouveau programme. Il va y avoir une belle ligue à 6 équipes. Puis, comme tu dis, d'avoir une organisation qui descend avec une structure aussi solide, avec des performances comme ils sont capables de livrer, ça va obliger tout le monde à lever d'un cran. Puis même la Division 1, là, il va falloir élever notre cran pour essayer d'être meilleur qu'eux, parce que là, en ce moment, ils sont meilleurs que quelques équipes en Division 1. T'sais. Donc, s'ils gardent cette équipe-là, gardent ces performances-là, il va falloir que tout le monde lève son jeu d'un cran. Hein. Oui, puis d'ici quelques années, elles vont avoir l'occasion de revenir en D1. Il va y avoir assurément des demandes puis des évaluations qui vont se faire aux 2 ans, aux 4 ans qui vont se faire pour essayer de réévaluer, s'assurer que c'est la crème qui est dans la D1. Ben, ça oblige tout le monde à se dire c'est pas parce qu'Édouard Montpetit est parti qu'ils peuvent pas revenir. Fait que le statut, il n'y a aucun statut d'aucune équipe qui est établi et qui est coulé dans le béton. Donc, à quelque part, ça force tout le monde à mieux faire. Fait que tant mieux si Édouard Montpetit a pris cette nouvelle-là pour en faire quelque chose de motivant, si nous disons ça comme ça, puis quelque chose qui va les aider à structurer ce qu'ils ont déjà commencé à bâtir. John Abbott et Champlain-Lennoxville, on a eu quand même le droit à tout un match. Ça finit 6-4 en faveur de Champlain-Lennoxville avec un but dans un filet désert. John Abbott a bien failli compléter une remontée, mais ça a été la journée de Catherine Proulx. 3 buts, une passe. Quoique, 3 points chacune pour les membres du trio. Je ne sais pas comment appeler ce trio le plus dangereux qu'il y a d'Alessandro avec le Skodan et Barbirati. 3 points chacune. Mais bon, ça n'a pas été suffisant. Mais encore une fois, gros match entre Lennox et John Abbott. Oui. S'il y a une équipe qui peut bien compétitionner avec John Abbott, c'est bien Lennoxville qui sont tellement équilibrés sur leurs 4 trios, leurs 3 paires de défenseurs, sont capables de jouer contre le trio de Barbirati, le Skoda et d'Alessandro. Peu importe qui est sa glace, d'après moi, Patrick est en confiance qu'ils sont capables de jouer contre ce trio-là. Donc, je ne suis pas surprise de voir ce résultat-là. C'est 2 équipes qui amènent beaucoup d'offensives. Ça paraît, les matchs qui ont joué une contre l'autre, ça a fini par des gros scores. Est-ce que c'est un avant-goût de la finale encore cette année? Limoilou est très fort aussi, mais ces 2 équipes-là là, amènent vraiment beaucoup d'offensives, puis marquent des buts à profusion, donc ça va être à suivre, mais si vous voulez voir des bons matchs de hockey, là, le Knoxville, John Abbott, là, c'est tout le temps très intéressant. Parce que est-ce qu'il y a une plus grande rivalité entre Champlain-Lennoxville et John Abbott que Limoilou avec une de ces équipes-là, quand vous le voyez, là, quand vous suivez les games? Je sais pas, c'est dur à dire comme ça de l'extérieur. J'aurais une tendance à dire que peut-être entre Champlain-Lennoxville et John Abbott, il pourrait avoir une plus grosse rivalité, dû au fait que Émilie Lucier était d'un côté, Gabriel Santerre était de l'autre. Ils ont joué contre en finale. En finale, il y a 2 matchs qui se sont finis en fusillade. J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être une rivalité un petit peu plus. 2 cégeps anglophones aussi qui se battent pour les mêmes joueurs en bout de ligne au niveau du recrutement. Mais en même temps, tout le monde a une rivalité avec Limoilou parce qu'ils sont tellement dominants depuis toujours que j'ai l'impression que avec n'importe qui tu parles, il y a une rivalité. Quand je jouais à Lionel Groux, j'avais l'impression d'avoir une rivalité contre Limoilou. Là, je suis avec Dawson, j'ai l'impression qu'on a une rivalité avec Limoilou. Quand j'étais à Saint-Laurent, même chose. Avec une équipe qui est un programme qui est aussi dominant depuis toujours, ben c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit sparkle quand je joue contre ces équipes-là.
Effectivement, puis Limoilou, au sommet du classement cette année, comme tu disais, toujours très solide. La semaine prochaine, vous autres, vous jouez justement, je parlais de rivalité, contre votre rival de l'île de Montréal, Cégep anglophone, John Abbott. Vous abordez ce match-là comment? Sachant évidemment la force de ce fameux trio. Comment on approche ça, jouer contre John Abbott à ce temps-ci de l'année? Ben là, ça fait 2 fois qu'on joue contre eux. On a joué contre eux à la maison, là, on joue contre eux chez eux. Donc, là, c'est sûr que la stratégie est un peu différente. Mais encore une fois, tu sais, il y a des choses qu'on a bien faites quand on a joué contre eux, surtout notre premier match. Notre deuxième match était vraiment plus ordinaire, surtout dans notre zone. En zone offensive, ça allait quand même bien. Il faut travailler sur ce qui a bien été, se nourrir de ça pour être encore meilleur, puis vraiment s'ajuster. On a hâte. Il y a une certaine fébrilité. Les joueuses, on en a déjà parlé ensemble. Il y a une grosse rivalité. C'est des joueuses qui ont déjà joué ensemble. Tout le monde se connaît. Fait que, du moment qu'on le sait que le match contre John Abbott arrive, il y a une certaine fébrilité. Toute la semaine, les filles vont être excitées. Est-ce qu'ils donnent une petite coche de plus? Je sais pas, peut-être. C'est tellement les rivaux que au niveau de la motivation, elle est là automatiquement. C'est vendredi notre match, là, je l'attends avec impatience. Ça va être une petite semaine à cause qu'on joue vendredi. Ouais. Donc, ça va venir vite. La semaine de pratique commence aujourd'hui, puis on va se préparer, puis on va préparer l'équipe en fonction de leur force à John Abbott. Donc, on a hâte, là. Good. Puis, évidemment, au niveau universitaire, on a parlé des Stingers et des Gators. Elles s'affrontent dimanche prochain. À quel point, justement, tu penses que la rivalité entre ces deux recrues-là, que sont Lucier et Santerre, sont capables de transposer ça à des équipes de vétérans comme sont les Stingers et les Gators? Ou est-ce qu'ils sont capables d'amener ça ou franchement, les équipes à ce niveau-là, puis les filles sont rendues assez vieilles que c'est pas ça qui va venir les motiver plus d'aider la recrue à battre sa rivale recrue? Je sais pas comment. On s'invente des histoires quand on est de l'extérieur, mais en dedans, je sais pas à quel point franchement, ça pourrait arriver là, que les joueuses en font un cas du fait que hey, ma recrue, il faut qu'elle batte la recrue l'autre base. Je sais pas. Comment tu vois ça, toi? Ben, j'ai l'impression que c'est peut-être, ces deux joueurs qui sont assez humbles. Ouais. Fait que j'ai pas l'impression que ça va builder autour de ces deux joueuses-là. Je pense qu'il y a une rivalité qui s'est créée entre ces deux équipes-là en série l'année passée. Là, une joueuse des Stingers l'année passée rendue entraîneur pour les Gators, Alexandra Boulanger. Donc, tu sais, c'est sûr qu'Alexandra va débarquer à Elmiger. Il va vouloir battre son ancienne équipe. Fait que, je pense plus que la rivalité va tourner autour de ça qu'entre les deux joueuses. Intéressant. Mais ça va être à suivre. Puis est-ce que dans le vestiaire, ils en parlent? J'ai aucune idée, là. Mais connaissant les deux joueuses, c'est des joueuses qui sont humbles, qui parlent pas tant de leurs points. Donc, je pense pas que ça va être autour de tout ça, là. Moi, j'irais plus à penser Alexandra qui revient à Concordia jouer contre son ancienne équipe. Moi, je pense que peut-être plus ça va amener une petite fébrilité que les deux recrues qui vont s'affronter. Excellent. Écoute, on a hâte de suivre ça. C'est votre match vendredi et dimanche à 15h30. Tous les fans de sport, mettez du football si vous voulez, mais ouvrez-vous un écran, regardez Stingers contre Gators. C'est assurément un super match qui nous attend. Il y a du talent amplement sur la patinoire. À chaque chiffre, c'est sûr qu'il y a du nouveau talent qui rembarque sur la patinoire, donc ça va être un bon match à suivre. Léa, un gros merci encore une fois pour cette semaine et ces analyses, toujours très appréciées. Merci à toi. Bonne semaine à tout le monde. OK, masculin avec seulement Tristan Mac aujourd'hui. Bonjour Tristan. Salut Philippe, ça va très bien. Et toi?
Oh oui, ça va bien. Mieux que notre ami Denzel, qui malheureusement ne peut pas nous accompagner aujourd'hui. Bon, il ne se sent pas bien, ça arrive, des choses qui arrivent. Fait qu'heureusement, Tristan est là pour assurer qu'on ait une couverture complète de notre hockey collégial cette semaine. Alors, on salue Denzel, on lui souhaite le meilleur rétablissement le plus rapide possible, du bon repos, puis on le retrouve la semaine prochaine, espérons-le. Exact. Grosse fin de semaine, tout se passait à Sherbrooke, le showcase. Écoute, Tristan, tu as vu des recruteurs là, Oui. il se passait des choses là. Donc, je te laisse me raconter un peu ta perception ou en tout cas ton feedback de l'événement avant qu'on rentre dans les détails de certains matchs. Je pense que ça s'est relativement bien passé. Je pense que les gens ont apprécié se retrouver au complexe Thibault GM au cours de la fin de semaine. Je crois qu'ils ont eu droit là, à plusieurs matchs serrés de plusieurs équipes. Donc, ça montre la parité dans la ligue. Ça montre combien que quand tu ne mets pas tes bottines de travail, eh bien, ça ne fonctionnera pas dans le circuit. Et puis, c'était très intéressant. Plusieurs recruteurs qui étaient présents, des superviseurs d'officiels également. J'ai vu Marc Maisonneuve, le coordonnateur des arbitres qui était là, M. Stéphane Auger, évidemment, le grand Manitou du hockey du RSEQ qui était présent, ainsi que son bras droit, Philippe Dubois-Chicoine. Donc, c'était quand même intéressant de croiser tout le monde, des recruteurs LHJMQ qui étaient là, notamment, puis certainement qu'il y en a eu d'autres. Ceci dit, moi, les heures auxquelles j'étais présent à Sherbrooke faisaient en sorte que, bon, je n'étais pas nécessairement dans les heures optimales pour que les recruteurs soient tous réunis, contrairement à un match en 15 heures. Ils sont là comme ça, là. Mais ceci étant dit, je pense que c'était quand même là, un événement qui a été bien réussi, somme toute. Par contre, comme on se le mentionnait, comme on se le disait la semaine passée, puis Denzel et moi, on s'était écrit par rapport à ça ce matin, il faut un enjeu pour le showcase, là. Il faut mettre un enjeu de compétition pour faire en sorte que tout le monde veuille venir voir le showcase du hockey collégial. Puis en même temps, il ne faut pas l'oublier, il y avait le showcase des M18D1 à Gatineau en même temps. Je me demande quel était le but d'avoir deux showcases du hockey du RSEQ en même temps la fin de semaine. Je me pose cette question-là. Ceci dit, je pense que c'était un événement réussi autant au niveau collégial qu'au niveau scolaire. Ce n'est qu'un questionnement que j'amène à ce niveau-là. Questionnement qui reste aussi pertinent que celui de la semaine passée, parce qu'effectivement, il y a assurément des belles choses à faire avec ces événements-là, ne serait-ce que pour en faire la promotion de la qualité du hockey qui se joue dans ces ligues-là, de un. Puis après ça, bien évidemment, comme tu dis, est-ce que tous les recruteurs peuvent être à la même place? Évidemment que non. Ils ne peuvent pas être à deux places en même temps, évidemment. Puis, tu sais, comme tu le dis, là, à un moment donné, il faut que ce soit plus que des matchs qui se jouent là, mais que ça en fasse un événement. Donc, bref, assurément de quoi cogiter pour nos amis du RSEQ et d'un peu partout dans nos institutions scolaires pour regarder ce qui se passe là. Si on entre dans les matchs comme tels, ben, écoute, on ressort de là avec le Boomerang, qui est premier au classement. Oui, quelques matchs d'avance, quelques matchs de priorité, mais premier au classement et profite notamment du fait que Thetford a eu sa première défaite en temps réglementaire cette année, le tout premier match vendredi. Écoute, contre Champlain et Knoxville, donc pas rien, une performance de leur côté, puis quand même, bien, évidemment, il fallait que ça arrive à un moment donné, mais bref, on brasse les cartes un peu au sommet du classement. Exact, et puis quand on regarde le match, là, Thetford contre les Cougars, un match très, très, très serré. Écoutez, là, c'était 1-0 Thetford après 40 minutes de jeu. On parle d'une trentaine de lancers pour les Filons, 25 lancers pour la formation de Dominique Desmarais, seulement 2 avantages numériques de chaque côté, là. Donc, c'était quand même un match d'échec entre ces deux formations-là. C'était très serré, c'était pas du jeu de dames, comme dirait Martin Saint-Louis, c'était un jeu d'échecs. Et bon, des joueurs qui se sont illustrés dans ce match-là,
évidemment Mathis Tremblay et Victor Lanoux du côté des filons. Et Mathis Dufour qui, encore une fois, est en train de faire des siennes. Il est en train de s'installer parmi les meilleurs joueurs du circuit, bien qu'il ait 10 points de moins que Benjamin Chabot. Mathis Dufour est tout un joueur de hockey, là. Et il est en train de faire le travail et c'est très intéressant de voir ce qui se passe du côté de Thetford. Et quand on regarde le classement, Philippe, les Filons sont au deuxième rang avec 17 points, le Boomerang au premier rang avec 18 points, mais 2 matchs joués de plus que Thetford. Et les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent sont au troisième rang, 16 points avec un match de plus que Thetford et un match en moins que le Boomerang. Donc, c'est vraiment une dualité entre ces trois équipes-là. Et on parle des Janois au quatrième rang à égalité avec les Rebelles du Cégep de Sorel-Tracy. C'est très, très, très intéressant. Le top 15 le top 5, pardon, parce que les Janois actuellement sont en train de causer une surprise. Oui, clairement. Parce que personne ne les voyait là. Personne ne les voyait dans le haut du classement. Et là, ils s'approchent tranquillement des équipes de tête. Et c'est ça qui est intéressant, là. Puis, tu as une triple égalité pour la quatrième position, là. 14 points pour les Janois, 14 points pour les Rebelles, 14 points pour les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy. Donc, c'est une bataille quasiment à 6 équipes pour quasiment la première position, là, tellement que c'est serré, là. Ah, absolument. Puis, tu sais, on en est jusqu'au début. Puis, tu sais, on regarde chaque petit détail parce que, regarde, Alma s'en va gagner son match 2-1 contre Outaouais. Un bon match de hockey qui s'est joué là. Mais ça va glisser un 2-0 le lendemain contre Abitibi-Témiscamingue. Ce que, si on avait eu à gager, c'est pas ce match-là qu'on aurait vu Alma perdre. Puis, regarde, vois-tu, faut jouer chaque match. Il faut être à son plein rendement match après match parce qu'effectivement, n'importe qui peut aller te chercher une journée donnée. Puis, regarde, dans un événement comme ça aussi, c'est spécial, c'est particulier. Oui, le monde ne voyage pas. Une fois rendu sur place, tout le monde reste là. Ça dépend des formations, ceci dit. Là, il y a certaines équipes qui ont fait des allers-retours, dont le Boomerang. Et je pense qu'il y avait certaines autres équipes là, qui ont fait l'aller-retour dépendamment de leur les horaires aussi de match, il y a ça aussi. Là. Exact. Une équipe comme Abitibi et Alma, on s'entend qu'ils sont restés là. Exact. Et c'est quand même intéressant, Philippe, dans ce match-là, du côté d'Alma et du côté des Gaillards, parce que quand on regarde les points, le vétéran Frédéric Maltec s'est inscrit au pointage, une recrue comme Miguel Lortie qui marque son deuxième but de la saison, puis les deux gardiens ont fait le travail, là. Le gardien de l'Abitibi a effectué 38 arrêts contre les puissants Janois et le gardien d'Alma, Olivier Franette, a quand même effectué 29 arrêts. Oui. Donc, c'est vraiment une excellente prestation de la part des deux portiers dans ce duel-là. Là. Exact. Puis... Et ça rend la chose intéressante pour le bas du classement. Parce qu'Abitibi ont 2 matchs de moins que les Patriotes et ont un match en moins que les Nordiques du collège Lionel Groux. Et les Griffons, là, ils ont 3 matchs en main par rapport aux équipes. Les Griffons jouent pour 500 là, pour l'instant. Exact. Mais ce que je veux dire, là, c'est si cette victoire-là contre les Janois donne un petit push ou une étincelle aux Gaillards, ça ne les empêchera pas peut-être de se battre pour une position en séries éliminatoires, là. Exactement. Puis on l'a dit, on l'a redit, les Patriots, c'est une équipe qui a de la misère à prendre son envol. Malgré tout, ils sont jeunes. Regarde, ça se peut que ça prenne plus de temps à décoller. Les Gaillards, tu le dis, ça prend un match des fois pour replacer certaines choses. Regarde, la bataille, elle va se faire partout, clairement. On l'a mentionné, puis on l'a mentionné souvent. Chaque match doit être pris comme pour ce qu'il est, là, c'est-à-dire il faut respecter l'adversaire, il faut être prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ceci dit, c'est ce qui arrive aussi dans des ligues comme celle-là. Tu n'auras jamais une équipe qui va finir à 0 victoire puis 36 défaites. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, éventuellement, il y a des équipes de tête là, qui trébuchent une fois de temps en temps, tout comme il y a des équipes de bas de classement qui en jouent une forte ou qui ne serait-ce que parce qu'il y a un gardien de but joue au-dessus de sa tête. Mais
il faut tout le temps jouer à notre maximum si on veut maintenir sa place au classement. C'est extrêmement serré. Puis à la fin, on l'a souvent dit, les semaines de repos, les avantages de la patinoire, à un moment donné, ils prennent leur sens, là, c'est important. Absolument. Puis ça se gagne pas juste à la fin de la saison. Là, ce qu'on voit déjà au début de la saison, ça a de l'importance là, pour le reste. Absolument. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir comment la parité s'installe au niveau du classement général. Puis, je pense que ça va être le fun, ça va être excitant. Il y a des bons matchs qui s'en viennent. Toutes les équipes offrent des belles prestations. Puis, j'ai vu des brèches de certains matchs là, au cours de la fin de semaine. J'ai notamment vu le match entre les Rebelles et les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent. Puis, c'était quand même un match très serré. Là. Ça s'est réglé en toute fin de match. Les Patriotes ont échappé le match en toute fin de troisième période. Là. Léo Saint-Michel qui a inscrit son 8e but. Il restait un peu moins de 3 minutes à la partie et il en a inscrit un autre dans un filet désert. Mais à ce moment-là, avant ces 2 buts-là, c'était 3-3 après 2 périodes de jeu. Là. Donc, tu sais, il y a quand même du positif sur quoi bâtir pour la formation de Tim Archambault. Ceci dit, c'est dommage pour eux d'avoir encaissé des défaites cette fin de semaine. Et juste pour te dire un petit peu là, comment que ça s'est joué, bon, l'ambiance un petit peu, là, parce que j'ai entendu des bruits de corridor et autres. Les Patriotes étaient vraiment frustrés d'avoir perdu ce match-là. Ils voulaient absolument gagner ce match-là. Ils étaient dans la partie et malheureusement pour eux, ils ont dû encaisser la défaite. Et enfin, un vétéran s'est levé du côté des Patriotes, Danick Latour, qui a en bout de ligne marqué son premier but de la saison. Vous auriez dû voir sa célébration. Il a sorti le singe du sac à dos. Alors, tu sais, c'est quand même intéressant là, du côté des Patriotes. Gagnon qui a 2 points. Donc, tu sais, les choses se replacent. Puis, du côté des Rebelles, quelle performance que Léo Saint-Michel, encore une fois. 3 buts et 1 passe contre les Patriotes. Puis, dans le match précédent, 1 but. Donc, il est allé chercher 5 points devant tous les recruteurs là, qui étaient présents du côté de Sherbrooke. Puis, si je ne me trompe pas... Léo Saint-Michel, c'est pas un nom qui sort de nulle part non plus. Là. Non, ça reste un gars qui a été très productif l'an passé aussi. Donc, oui. Puis, je pense que ce joueur-là, définitivement, va jouer au niveau universitaire où on ne sait pas encore, mais je suis certain que les universités vont le vouloir. Excellent, bien intéressant. Les universités canadiennes, là, parce qu'il n'a plus son éligibilité au niveau de la NCAA, mais quand même, là, ça peut être un joueur intéressant là, pour les universités. Absolument, oui, ça va être. C'est un nom assurément qui est à surveiller parce que un bon joueur à regarder. Puis un autre match que j'ai regardé aussi sur place, c'est Lionel Groulx contre Champlain-Saint-Laurent. Et ça n'avait pas été facile là, pour les Nordiques. Ils avaient déjà donné 30 lancés en 2 périodes. Et au bout de 3 périodes, c'était 3-0. Là. Puis après ça, à mi-chemin en 3e, Mathias Loisel qui va chercher un autre but. Puis par la suite, les Nordiques ont eu une séquence, là, 3 buts consécutifs. Jérémy Thériault, Jérémy Leduc, Samy Filion, ils ont été chercher des buts importants en fin de période. Vous ajoutez quelques minutes à cette partie-là, on ne saura jamais quel aurait été le résultat final. Mais une chose est certaine, ce match-là, bien que ce soit une défaite, ça peut être une belle, un beau tremplin pour l'apprentissage des joueurs de Charles Dupéry, en le sens que ces joueurs-là ont été en mesure de revenir de l'arrière contre une des équipes de tête dans le circuit. Alors, s'ils sont en mesure de jouer le 20 minutes qu'ils ont joué en 3e période dans le match de dimanche et qu'ils sont en mesure de l'appliquer match après match, période après période, ça peut être une très bonne équipe de hockey, les Nordiques de Lionel Groulx. Là. On en avait parlé en début de saison, hein, des Nordiques. Pour nous, c'était pas une équipe qui nous surprendrait là, si elle se mettait à avoir des succès. Là. Donc, c'est exactement. pas. Exact.
ce n'est qu'une question de constance du côté des Nordiques. Ils sont capables du bon comme du pire, mais il faut qu'ils soient constants de manière positive. Et une équipe qui est en train vraiment là, de s'installer dans le haut du classement, c'est le Boomerang, Philippe. Là. 2 victoires cette fin de semaine, 4-1 contre les Gaulois, mais les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Un match qui, le début de match a été difficile pour le Boomerang. À un moment donné, là, c'était 9-1 les tirs pour les lauréats. L'unique but de la formation de Gabriel Doyon qui a été marqué par Olivier Beaupré sur une passe de Xavier Cuevas-Bellil. Je vous rappelle, ces 2 joueurs-là jouaient dans la Division 2 là, tout récemment. Donc, c'est plaisant à voir des joueurs du D2 qui produisent dans le D1. Je sais que ce n'est pas la première fois que je le répète, mais je trouve ça intéressant parce que ça montre la qualité d'encadrement qu'offrent les équipes dans le D2 pour développer les joueurs, pour les mener vers le D1. Et du côté du Boomerang, les marqueurs, Loïc Franqueur, Maverick Thibert, Antoine Lucier, Émeric Paradis. Donc, c'est un autre match bien réussi pour le Boomerang. Il faudra juste réparer la discipline du côté d'André Norando. C'est exactement là que je voulais aller. Écoute, le Boomerang est clairement, de loin, l'équipe qui écope plus de punitions dans la Ligue. Oui. À force de jouer avec le feu, on se brûle. Fait que je ne sais pas. Il y a des enjeux là, assurément, à aller gérer parce que ce soit le contrôle des émotions, que ce soit un coup de patin plus rapide de plus pour éviter de donner un coup de bâton, peu importe. Il y a assurément des choses à aller chercher là parce qu'une équipe de haut de classement comme ça, si on peut régler les histoires de punition, c'est pas une affaire c'est pas la chose la plus difficile à régler quand une équipe a des défauts. Donc, clairement, là, il y a assurément quelque chose à aller chercher là, puis ça peut placer le Boomerang, là, rendre le Boomerang encore plus difficile à battre, assurément. Mais en même temps, Philippe, si on regarde l'envers de la médaille, le style de jeu du Boomerang fait en sorte que il y a beaucoup de physicalité dans le jeu, en sens où est-ce que c'est une équipe qui joue très nord-sud, qui amène beaucoup de jeu physique, qui est très fort sur son échec avant. Donc, c'est certain qu'il va y avoir toujours un joueur qui sera à côté dans le visage d'un autre sur n'importe quelle séquence. Il faut juste faire attention de quel type de geste qui est exactement. Porté. Exactement ça. Jouer avec une intensité, jouer avec robustesse, c'est une chose. Il faut qu'elle soit contrôlée dans le sens où tu le sais que tu t'en viens dans le coin de patinoire, tu le sais que tu t'en viens. Mais est-ce que tu t'en viens avec de la hargne ou de l'agressivité? La différence des fois est là. Dans le sens, si tu arrives avec de l'agressivité, t'es en mode je frappe versus de la hargne, c'est en mode je veux la rondelle. Fait que ça change toutes les choses. Là. Exactement. Puis dans le match contre les Cougars, la première période, le Boomerang a vraiment été très bon, a eu plusieurs opportunités de marquer. Il y a eu 2 ou 3 poteaux dans le match au total. C'était vraiment un très bon match de la part du Boomerang. Alexis Pilon, probablement son meilleur match depuis le début de la saison. Il était impliqué, il a patiné, a marqué 2 buts, a vraiment là, appliqué les détails aux bons endroits. Loïc Franqueur, Ibrahim Sidibé qui ont marqué. Ibrahim Sidibé, son premier but au niveau collégial d'ailleurs. Donc, un autre qui vient des riverains du Collège Charlemagne qui s'installe dans la Ligue collégiale. Du côté des Cougars, Adam Véronneau, Thomas Sirois et Jeff Tremblay. Et quand on regarde les tirs au but, 30-15 en faveur du Boomerang. Après la partie, je regardais le nombre de lancers avec Alexandre Andano. On regardait la quantité de lancers qui avait été donnée à 5 contre 5. Et il y en avait moins qu'il y a 10 qui ont été donnés à égalité numérique. Le restant, c'était l'avantage numérique. Et encore là, il y avait certains lancers qui, venaient de l'extérieur ou autre. Donc, ça vous montre combien le Boomerang a vraiment les systèmes qui sont bien assimilés. C'est une équipe qui travaille fort, qui veut aller chercher des points. Et là, ce qui est intéressant pour le Cégep André Norando, un bris d'égalité en sa faveur face aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, un bris d'égalité en sa faveur face aux Lauréats et aux Cougars. Donc, déjà à la base, trois bris d'égalité en poche déjà en début de saison. C'est prometteur, mais il faut maintenir la cadence, il faut maintenir la constance.
Et là, il n'y aura pas un défi facile cette fin de semaine. Là. Ça va être le voyage Québec-Alma. 2 matchs à surveiller en cette fin de semaine, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy et les Janois du Collège d'Alma. Et après ce voyage-là, c'est un retour à domicile et un match contre les Lions du Cégep Champlain-Saint-Laurent. Alors, tu sais, contre Sainte-Foy, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais je peux déjà vous confirmer que les matchs contre Alma et les matchs contre Champlain-Saint-Laurent seront de très haute qualité. Ça, je peux déjà le garantir. Là. Ah, absolument. Puis Sainte-Foy, comme tu dis, peut-être qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais c'est une équipe qui est capable d'offrir un match, capable d'offrir une opposition, assurément. Non, c'est une belle fin de semaine. En fait, samedi, tu me parles d'André Laurando contre Sainte-Foy, mais on a Champlain-Saint-Laurent contre Alma. Donc, ça, un gros match qui va être très intéressant. Puis, Sorel-Tracy contre Thetford aussi. Oui. Donc, on a un sacré beau samedi là, de hockey collégial à regarder parce qu'on a des affrontements de haut niveau avec des équipes là, qui vont se battre là, pour des bonnes positions, des équipes qui jouent bien actuellement. Donc, ça va être très intéressant. Puis comme tu le disais, bien, évidemment, dimanche, André Laurando, Alma. Thetford de la Flèche, qui n'est pas nécessairement tu sais, la Flèche, on en parle très peu. On a un bon moment, leur moins bon moment, mais ça reste une équipe qui n'est pas nécessairement facile à affronter, surtout sur sa patinoire. Thetford devrait l'emporter, mais n'empêche, c'est une équipe dont on parle peu, la Flèche, là, qui peut des fois causer des problèmes. Là. C'est une équipe qui est très structurée. Et Vincent Dumont là, fait tout un travail avec son équipe. Et il me l'avait dit en début de saison, son équipe manquerait peut-être un peu de profondeur, mais va continuer de travailler, puis il va aller chercher ce qu'il faut, le nécessaire pour donner encore plus d'efforts. Donc, je pense que ça peut être quand même à la portée des Dragons par leur éthique de travail, par la qualité de leur structure et aussi par la qualité des joueurs, parce que du côté de la Flèche, il y a quand même des très bons joueurs de hockey, même s'il n'y en a pas dans le haut du classement des joueurs, là, à part Alexis Hull, qui est le meilleur pointeur. Ceci dit, n'oublions pas le gardien de but, Alexis Cournoyer, du côté de la Flèche. Là. C'est un des meilleurs gardiens de but actuellement dans le circuit. Puis, quand on regarde le classement des gardiens de but, là, Mathieu Tessier, bon, le premier, avec 5 victoires, mais c'est le gardien qui a joué le plus de matchs en raison de la blessure d'Olivier Bacon, ce qui fausse un petit peu les données parce que normalement, Olivier aurait joué plus de matchs. Mais quand on regarde la situation, il y a Justin Roux qui est là, Simon Boucher, et le gardien qui est le plus intriguant là-dedans, c'est Tyler Medina. Ben oui. Tout le monde dans le circuit. Tout le monde dans le circuit. Autant André Laurando que Sorel, que Lionel Groux, que Saint-Laurent, nommer les 12 autres équipes autres que Thetford Mines, tout le monde se demande où a joué Tyler Medina dans le passé. Parce que je ne vous niaise pas. Si vous regardez son élite prospect, ça semble vide. Et j'entendais des discussions de corridor au complexe Thibault GM. Selon certains mots que j'ai entendus, là, puis je ne veux pas vous faire de répercussions ou répandre des rumeurs ou autres, mais apparemment qu'il avait pris une pause du hockey dans le laps pendant un certain temps avant de se remettre à jouer au hockey et de rentrer dans le hockey collégial. Je n'ai pas toutes les informations là-dessus. On va s'arranger pour les avoir. Puis si nos auditeurs en ont, gênez-vous pas, écrivez-nous, il n'y a pas de problème. Mais ceci dit, si c'est le cas, c'est vraiment une belle histoire de persévérance que Tyler Medina, parce que honnêtement, sa moyenne de but alloué, puis je comprends qu'il joue pour une des meilleures équipes dans le circuit, là, mais sa moyenne de but alloué est à 1,60. Son pourcentage d'arrêt est à 942. Là. Ben, si c'était juste une question de l'équipe pour qui il joue, juste pour vous dire, Wyatt Harvey, c'est 3,58 de moyenne de but alloué, et puis 870 de pourcentage d'arrêt. Donc, c'est pas juste une question de qui joue en avant de lui. Là. Clairement, Tyler Medina est extrêmement solide cette année. Exactement. Puis, pour moi, là, c'est une véritable surprise parce que personne ne l'avait vu, là, vraiment dans son radar ou du moins au niveau, au niveau de la Ligue. Puis, quand je regarde un joueur comme Benjamin Chabot,
C'est incroyable. C'est incroyable comment il réussit vraiment là, à inscrire des points au tableau. Sa moyenne de points, 2,45. Tu sais, c'est phénoménal. 27 points en 11 matchs. Il y a des points dans tous les matchs. Oui. Il y a seulement 3 matchs où il y a seulement 1 point. Écoute, il y a même un match de 6 points. Non, regarde, effectivement. C'est phénoménal. Puis, je regarde ça, là. C'est un joueur qui avait du pedigree dans le passé, là. Puis, on regarde la situation. L'an dernier, 51 points au niveau M18 3A avec le séminaire Saint-François. Puis, je comprends que le séminaire Saint-François ait été les champions au niveau national, là. Mais il avait quand même 7 points de plus que William Labranche, probablement un des meilleurs joueurs du circuit Lévesque l'année passée, avec un tir foudroyant que William Labranche, là. Mais il y a 7 points de plus. Chabot a 7 points de plus que Labranche qui joue dans la LHJMQ actuellement. Juste pour vous donner, à titre de comparaison, là, c'est quand même assez spécial d'avoir des joueurs de cette qualité-là dans le circuit. Jérémy Bello, c'en est un autre qui travaille fort, qui inscrit des points au tableau. Donc, j'espère qu'un joueur comme Benjamin Chabot va être en mesure de rester dans la Ligue collégiale et être un ambassadeur pour ce circuit-là. Mais lui est-ce qu'on sait s'il est dans la Ligue collégiale? Est-ce que c'est parce qu'il veut garder son éligibilité pour aller dans la NCA? Je n'en ai aucune idée. Et bon, si je me fie à son repêchage, repêché 12e ronde du côté des Tigres de Victoriaville, j'imagine qu'il a été au camp d'entraînement. Néanmoins, un joueur de 5 pieds 7, 161 livres, quasiment une trentaine de points déjà, et on arrive au tiers de la saison. Oui. Il va être parmi les joueurs sur la première équipe d'étoiles, autant au mois de décembre qu'au mois d'avril, mai, là, à la fin de l'année. S'il reste en santé, bien sûr, oui. Parce qu'il n'y a aucun doute à le voir jouer, effectivement. Là, quand on regarde les matchs des Lions, là, on voit vraiment un joueur d'un très, très haut niveau, il n'y a pas de doute. Lui, avec Jérémy Bello, évidemment. Oh oui. Puis, je l'ai vu aller sur un début de Champlain-Saint-Laurent. Puis, ses habiletés, ça semblait être facile comme dire bonjour pour lui, là. Alors, c'est fou de voir cette qualité de joueur-là dans la Ligue. Et c'est pour ça qu'il faut en faire la promotion de notre circuit. Absolument, absolument. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Et d'autres matchs à surveiller, Philippe? Oui, ben vas-y, écoute. Je sais que ça va être un match de bas de classement, là, mais Lionel Groulx contre Abitibi, samedi. OK. Je pense que ça va être intéressant, en sens où est-ce qu'on regarde le classement. Si les Gaillards remportent ce match-là, ils se rapprochent d'une position de séries éliminatoires, là, tout dépendant des résultats des Patriotes de Saint-Laurent, évidemment. Là. Mais le bas du classement, est quand même assez serré. Là. Puis, on regarde le taux de réussite en avantage numérique de certaines équipes. La Flèche en avantage numérique, 32%. Et un taux d'efficacité de 91% des avantages numériques. Alors, je dis ça comme ça au filon. Éviter le ban de pénalité contre les Dragons du Collège de la Flèche. Là. Puis, je pense que vous devriez être pas pire. Je pense. Mais je pense que, d'après moi, Martin Bernard leur a probablement déjà fait comprendre ça. Oui, absolument. Absolument. J'en suis convaincu. Martin et Stéphane qui font tout un travail du côté de Tedford. Là. Vraiment, c'est une équipe qui est impressionnante à regarder jouer. C'est vraiment, là, de très haute qualité. Puis, j'ai hâte de voir la suite de la saison parce que si ça se corse dans le top 4 de la Ligue, jusqu'au dernier match de séries éliminatoires, ça m'a montré la qualité du niveau d'engagement des différentes équipes à travers la Ligue de hockey collégiale. Absolument, absolument. Ben écoute, Tristan Mac, un grand merci. Ça fait plaisir. Ça fut encore une fois très agréable. Puis, ben écoute, on l'a vu, on se l'est dit, il y a pas mal de hockey de qualité à voir.
les gens, on n'insistera jamais assez, aller sur place autant que possible, mais sinon, RSEQ.direct vous permet de regarder des matchs, de même passer d'un à l'autre là, sans problème. Tous les matchs sont disponibles. Puis il y a souvent de l'excellente description par des gens comme Tristan Mac et Denzel Carigueya à l'occasion. Et sans oublier Rémi Meunier du côté des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. Vraiment, oui, toujours là. Je tiens à remercier Rémi pour la qualité de son travail au niveau de la Ligue de hockey collégial. Ça fait des années qu'il est dans le circuit. Et il l'a fait pour le football aussi en passant. Oui, hein? exact, Donc, exact. non, il est partout. Il fait du bon travail. Ça fait des années qu'il est là. Et il y a des années, qu'il n'y avait pas de descripteur un petit peu partout dans le circuit. Et il se promenait à travers la Ligue. Et en fin de semaine, aller regarder la production de ces matchs, les ralentis des buts, des arrêts, etc., entre les périodes, des entrevues de haute qualité avec les différents entraîneurs. Rémi, merci de donner de l'amour à la Ligue de hockey collégial. Les gens à travers le circuit ne savent pas à quel point tu fais de l'excellent travail. Puis, il ne faut pas l'oublier, les joueurs qui s'en vont au banc de pénalité s'en vont au condo privé de la Ligue, tout frais payé, nourri, logé, tout frais inclus. C'est la description colorée de Rémi Meunier. Absolument. Excellent. Je vais dire très bon. C'est plus qu'un clin d'œil. C'est un coup de chapeau. Good. Fait que, un gros merci, Tristan. On se reparle la semaine prochaine. Puis gardez tout le monde bon hockey. Puis profitez des bonnes descriptions que vous avez. Salut.